L'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. 20 décembre 2023. Une campagne pas comme les autres. Découvrez le parcours de Félix Tshisekedi et de son équipe à travers les défis logistiques, politiques et humains. On fait un effort pour faire 3 meetings dans 3 destinations différentes. Demain, on a Luisa, on a Loja et Chikapa. Découvrez l'histoire derrière chaque discours, chaque promesse, chaque kilomètre parcouru pour rassembler une nation. Physiquement, c'est très éprouvant. Tout ça, ça nécessite une préparation psychologique, physique aussi. Un voyage à travers 26 provinces, des milliers de kilomètres pour écouter chaque voix et porter chaque espoir. Nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien le 20 décembre. Le film qui révèle les coulisses d'une campagne historique. Même morale. Fachi Béton. Le carnet de campagne. Un film qui plonge au cœur d'une élection historique. Révélons les espoirs, les défis et l'héritage d'un leader. Il s'adresse au président comme le guide de la nation. En exclusivité, préparez-vous à revivre la campagne qui a changé l'histoire. Fachi Béton, carnet de campagne, ce 29 juillet à partir de 19h sur vos chaînes de télévision et plateformes web. Décembre 2023, les Congolais sont allés en masse déposer leur bulletin de vote dans les urnes pour accorder un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce fut au terme d'une campagne hors du commun, il faut le dire. Aujourd'hui, carnet de campagne, c'est justement ce documentaire qui retrace la campagne électorale qui a conduit à cette brillante réélection. Dans cette édition spéciale, nous allons essayer de comprendre les différentes facettes de cette campagne sans précédent afin d'apporter de l'éclairage au débat actuel sur la gouvernance dans le pays, sur le dialogue, mais également sur l'avenir institutionnel de la RDC. Je vous remercie d'être présent pour suivre cette édition spéciale, le débrief de carnet de campagne. Et j'ai l'insigne honneur de recevoir ici 2 personnalités qui sont là pour qu'ensemble nous puissions entrer dans les méandres de ce film d'ailleurs et de tout ce qui a couronné cette campagne électorale. Mike Gardy Diana nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau à Univers Télévision. Bonjour Mike et bienvenue. Merci Monsieur Kili. Univers, c'est chez moi, j'ai l'habitude d'y être. Et encore que sur ce film, ça touche un peu, on est dans l'approche communicationnelle, une science qu'on chérit très particulièrement, et dans la stratégie. Et donc c'est un honneur aussi de répondre à cette invitation. Et elle, c'est Clémence Feza. On la connaît, on la voit souvent sur les réseaux sociaux. Elle a été dans l'équipe de campagne du candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Effectivement, voilà. Tu vas. Oui, oui, content de te retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup et c'est aussi un plaisir pour moi d'être là. Voilà, alors d'entrée de jeu, ce film documentaire nous montre une campagne vue de l'intérieur. Parce que voilà, il fallait qu'on y aille pour voir un peu ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs en RDC, c'est quelque chose de nouveau. Après l'avoir regardé, moi j'ai une question. Quelle est la première chose que le public doit comprendre sur une campagne présidentielle, peu traditionnelle quand même, parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Le meeting qui permet pas toujours de tout voir, mais à travers ces documentaires, on a quand même une vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Comment on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une campagne électorale de cette envergure-là, Feza, puisque tu as participé? Alors d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas un seul individu qui peut mener une si grande campagne, hein. Ça demande une équipe. Alors, une équipe, ça demande plusieurs services. Et surtout que les Congos, l'accès dans certains coins, c'est pas facile. Alors, on était en équipe, chacun dans son domaine. Moi, j'étais précisément dans l'équipe de communication qui était chapeautée par Madame Mioto Liolo. Alors, dans cette équipe, on devrait aller vers la population, dans différents
différents domaines. C'est-à-dire, il y a ceux qui étaient là pour informer les journalistes et qui devraient rédiger les articles. Il y avait les communicateurs et communicatrices qui devaient passer dans les différents médias, non seulement à Kinshasa, mais dans les 26 provinces. Être à tout moment à côté du chef pour parler effectivement de ce que les chefs voulaient, ou la vision, accompagner la vision du chef de l'État, parce qu'avec le deuxième mandat, ce n'était pas facile. Alors il fallait convaincre la population pourquoi ils devraient élire les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, de mon côté, je devrais passer dans les médias. C'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas un exercice facile, parce qu'il fallait intervenir dans différentes émissions. Et à chaque fois, l'équipe, on devrait se réunir pour choisir un thème sur lequel on devrait échanger, un thème qu'on devrait aussi exploiter sur les réseaux sociaux. Donc, c'était tout ça là qu'on devrait réunir. Et ce n'est pas facile, surtout dans des coins où on devrait s'adapter aux conditions de vie, le langue. Parce qu'on ne parle pas que le lingala, on ne parle pas que le français. Donc, toutes les langues, on devrait utiliser ça. D'où on a recouru à toutes les provinces. Les 26 provinces étaient représentées. Que ce soit les responsables et les directeurs, Chabani Louko, on passe par Madame et les autres, tout le monde était représenté. Donc il y avait les représentants de toutes les provinces au sein de l'équipe de la campagne. Ça permettait, quand on allait à un endroit, que l'un effectivement, intervienne... que chacun se sente à l'aise, parce que les Congolais devraient répondre à l'invitation. Ok. Et tout le monde était présent. Voilà, Mike Gardy, Diana, je viens de le dire, on entre là dans les coulisses d'une campagne électorale comme on ne l'avait pas vu encore, une mobilisation qui peut laisser indifférent ou un travail d'équipe structuré. On voit beaucoup de choses, en fait, quand on regarde les expressions, la fatigue quelque peu, les discussions autour de tel sujet, tel autre sujet, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi qui donne son point de vue sur la manière dont il faut aller à tel endroit ou pas tel autre endroit. Quel sentiment peut vous animer, vous, au vu des images, quand on a vu ce grand travail qui a été réalisé? Bon, je crois que naturellement, si vous suivez de très près Félix Tshisekedi, surtout pour les gens qui ont eu à le connaître avant qu'il devienne chef de l'État, le contact humain est la chose qu'il fait aisément, plus facilement, ça c'est une évidence. Mais le premier sentiment, je crois que pour moi, la première de règle pour moi, c'est un film un peu plus pédagogique que d'habitude. Quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi ce film sort maintenant, pourquoi on n'a pas eu droit à ces images au sortir des élections. La première des règles, je l'ai expliqué, je suis expert en communication. Vous me posez ces conseils-là, je ne vous le donne pas, pour une seule raison. C'est que quand vous sortez un film de cette nature, après les élections, ça paraît comme de la justification. Or, on ne justifie pas l'élection de quelqu'un. Il a fallu laisser un délai pour que ce film ne soit pas pris dans un sens où on veut justifier une certaine légitimité. Même si, dans le fond, quand vous regardez le film, les gens se basent souvent sur la légitimité légale, c'est-à-dire la proclamation de la CENI, la proclamation de la Cour constitutionnelle, mais également la prestation de serment. Mais la légitimité sociologique, beaucoup de gens se posaient la question. Comment peut-on arriver à faire 73% dans une société mosaïque comme la RDC? Et je crois que d'une manière implicite, ces documentaires répondent à cette question. Pas forcément dans l'idée de vous faire voir qu'il est arrivé partout, mais c'est aussi dans le choix, dans le calibrage de messages, tenant compte de chaque coin. Le deuxième élément qui me vient en tête, c'est que quand on parle généralement de bilan, quelqu'un qui est à Kinshasa, quand vous lui demandez de juger le bilan de Félix Tshisekedi, il peut avoir un prisme assez négatif, parce qu'il s'est dit, écoute, nous on avait promis ça, Bumba fait pas ça, on collerait. Mais quand on a un regard sur les engagements pris au niveau national, je crois qu'on quitte le sentiment d'être vrai, mais on veut être juste. On dit, écoute, quand on a 26 provinces, j'ai vu comment il a tourné, il a vu les promesses qu'il a fait à gauche et à droite, pourquoi on devrait commencer que par nous et pas les autres? Donc l'idée, c'est de pouvoir amener les gens dans l'immersion de ce que c'est une campagne électorale. Pour beaucoup de gens, une campagne électorale, c'est juste une période de marketing politique. Non. Pour quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir, surtout pour quelqu'un qui gagne l'élection après une campagne électorale, est-ce que pour les financiers appellerait une conférence budgétaire? C'est la base légale qui vous permet d'établir un projet de gouvernance tenant compte de ce que vous avez promis et des engagements pris au niveau de la société. Et donc, ce documentaire donne une forme d'aperçu et je crois que
dans les considérations politiques, chacun peut se juger de la pertinence et de la cohérence des déclarations. Par exemple, sur la question sécuritaire, suivez le documentaire, vous verrez que les déclarations faites autrefois vont dans le sens de l'engagement et de ce qui est en train d'être fait pour pouvoir résoudre ce problème-là. Il nous permet, au-delà dans l'envers du décor, au-delà des discours, de se rendre compte de la cohérence d'un projet de gouvernance tel que défini. Et je crois que, moi, les sentiments ici, c'est que pour ceux qui, comme moi, sont dans la communication stratégique, c'est une mine d'or qui permet, dans les jours à venir, quand je veux gérer une campagne, j'ai un flux important de data qui me permettra, moi, de pouvoir comment réorienter la candidature la redondance d'un candidat président de la République. C'est aussi un élément très essentiel pour les étudiants qui sont dans la communication politique particulièrement. Donc, c'est un élément qui va dans le tout, mais aussi qui révèle aussi les quelques forces politiques qu'on n'a pas vues. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'Union sacrée, il y a beaucoup trop de fissures à gauche, à droite. Mais quand vous regardez la structuration autour de cette campagne, vous posez la question, où est passée cette cohésion, où est passée cette structuration? Est-ce que c'est un problème de gestion d'ambition? Ça, c'est autre chose. Mais là, vous sentez qu'il y a eu une forme de coordination où la représentation politique a été menée. Chaque leader de l'Union sacrée dans son coin a eu une forme de petite cellule de campagne où la véritable décentralisation de la gestion de cette campagne s'était manifestée. Et donc, pour moi, c'est une mine d'or. C'est vrai qu'il y aura des failles, ça ne manquera jamais. Il y aura toujours des choses à redire. Mais dans l'esprit du documentaire, je crois que ce n'est pas un instrument politique pour pouvoir justifier quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus pédagogique. Et aussi, rappeler aux gens le côté humain, parfois on l'oublie quand on est au pouvoir. Mike Gardy, je veux rester sur vous, parce que vous parlez de communication stratégique. Moi, je vais m'arrêter sur une séquence particulière. Celle où on voit le candidat président qui insiste d'aller dans les zones, par exemple, peu sécurisantes. Il faut le dire, le réalisateur a d'ailleurs voulu commencer justement ce film-là par cette séquence-là. Comment on peut comprendre quand on parle de communication stratégique? Qu'est-ce qu'il y a, cela traduit, quel message cela peut traduire en fait? Le message que cela traduit, c'est le refus d'une forme d'exclusion. Généralement, pourquoi on ne se rend pas compte de la campagne? Quand vous verrez dans les systèmes congolais, contrairement aux autres, parce que quand vous regardez la campagne américaine, vous verrez que le contact avec la base s'est fait de manière directe et de manière très rigoureuse. Là-bas, un candidat qui ne se permet pas de mettre les pieds dans un État pour aller présenter ce qu'il a envie de faire et rencontrer les problèmes, c'est déjà que c'est un État perdu d'avance. Et je crois qu'on était dans ces dimensions-là. Le message là-bas, c'est quelqu'un qui vous dit « Je ne veux pas seulement avoir le pouvoir, que les gens me votent par procuration, mais je veux me rendre compte de la réalité. Quelle sorte de chef de l'État serais-je si, pendant la période électorale, où je suis censé aller conquérir le voix, je établis des limites sous prétexte qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas sécurité, et quand j'arriverai au pouvoir, où j'aurai tous les leviers pour pouvoir agir, quelle est la garantie que j'aurai d'aller voir cette population pour résoudre le problème? Un peu dans la logique de ce que Lionel Jospin disait une fois, l'essentiel dans la vie publique, surtout dans un mandat public, ce n'est pas d'avoir réussi ou échoué. Il y aura toujours deux causes, soit endogènes, soit exogènes, qui feront que vous échouez. Par exemple, dans le contexte anglais avec la crise extérieure. Mais le plus important, c'est comment vous vous êtes donné pour la fonction. C'est en fonction de ça que les gens établissent. Et c'est comme ça que les gens peuvent savoir si il a échoué parce qu'il a été incompétent ou il a échoué parce que le contexte était assez difficile. C'est là où on devrait aller. Mais pour moi, le message, c'était de dire, je veux être un chef de l'État qui non seulement connaît par information les différents coins, mais qui a un contact permanent avec cette population et qui sait exactement de quoi ils ont besoin. Et ça doit commencer par la campagne parce qu'il y a une forme de contrainte. Je veux solliciter la voix. Si on le fait comme ça, le jour où on devient pouvoir, on a le pouvoir, ça serait plus facile pour nous de le faire parce que c'est comme quelqu'un qui a de l'intérêt. C'est quoi? C'est le vote. Si pendant qu'il y a intérêt, il ne sait pas venir vers toi, ne vous en faites pas, le jour où il aura ce qu'il a, il n'y a aucune raison qui pourra le pousser lui à venir vers vous. Et ça, pour moi, c'est un engagement fort et qui nous rappelle encore une forme d'humanisation de la vie publique. Comment on veut voir la République, comment on s'engage pour résoudre le problème des gens. Et je crois que cette partie-là, cette séquence est assez forte pour rappeler aux gens que ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour faire de la politique politicienne. Bon, en fait, ça, c'est ce que le message transmet, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment répondre aux desiderata de chaque coin de la République, d'où le contour qu'il a fait sur chaque coin de la République. Alors, Clémence Feza, puisque vous étiez dans l'équipe de campagne, comment vous avez vécu cet engagement-là
du candidat président de la République à décider d'aller même dans des endroits qui lui étaient déconseillés, justement, parce que Mike a parlé de communication stratégique, mais vous, en tant que membre faisant partie de l'équipe de campagne, comment vous avez vécu ça, vous-même? Déjà, il faut dire que si quelqu'un ose arriver dans des coins où on dit que ici tu ne peux pas, et c'est-à-dire que la personne a la conviction que j'y vais là-bas parce que je suis sécurisé. J'ai avec moi les gens qui vont me sécuriser. Et j'ai avec moi la population qui a besoin d'entrer en contact avec moi. Donc, ce n'est pas question de l'insécurité qui va me limiter d'aller au-delà de la population. Lorsqu'on se limite, c'est fini. C'est qu'on n'est plus le leur. On ne veut pas d'eux. Cette population a besoin de cette personne-là. Je suis obligé. Parce que, hormis la question de sécurité, il y a la fatigue. Il n'y avait pas où dormir. D'ailleurs, le président l'a dit. Quand vous mentionnez des choses comme ça c'est insulter les gens. Alors, on a trouvé la solution. C'est juste pour dire que quel que soit le problème, la solution est là. Et il avait confiance à son équipe. Quand on n'a pas confiance, on n'aboutit pas. Et comme il avait confiance en son équipe et il avait confiance à son peuple, on a trouvé la solution facilement et il est arrivé dans des coins où il ne pouvait pas. Et la population était contente de voir que non, c'est cet homme-là que nous voulons. Il n'y avait pas à justifier. Il n'y avait pas de justification à donner. C'est le Congo. Le Congo est vaste. La grandeur du pays, c'est la grandeur de cet homme-là. On va rentrer tout à l'heure dans l'organisation, mais je veux revenir à Mike Gardidiana. Si, en ayant suivi ce film, vous deviez choisir, vous, une séquence pour expliquer à un étudiant, par exemple, en communication, c'est que réellement une campagne électorale, quelle séquence vous choisiriez, vous, personnellement? Vous voyez la discussion après course. Quand il expliquait aux gens, on était arrivé, je pose la question, est-ce qu'on est à Minembwe? On nous dit non. Dans ce cas, on ne s'arrête pas, on passe. Et qu'une fois arrivé, la même personne que j'ai laissée à pied en train de courir se retrouve de l'autre côté. Pourquoi? La campagne électorale n'est généralement pas une affaire du candidat. Le candidat n'est qu'un produit. Le plus important, c'est l'engagement de l'entourage et de l'équipe qui est en train de structurer cette campagne électorale. Et pour moi, cette séquence-là, cette forme d'omniprésence, prouvait à suffisance qu'il pouvait aller tout en espérant, tout en sachant que les bases qui étaient établies étaient solides. Il avait une équipe consciente de l'enjeu, mais surtout conscient de l'objectif poursuivi. Je mets l'accent sur cette séquence parce que pour moi, ça traduit en fait la notion de la collégialité dans l'action, surtout pendant une campagne, l'approche stratégique. L'une des plus grandes difficultés, c'est que quand vous avez une vision, mais que vous êtes le seul dépositaire, les autres ne partagent pas et n'adhèrent pas, il est difficile de tenir la campagne de quelqu'un de ce genre-là. Parce que le gros de campagne, il faut rappeler aux gens, c'est fait par les structures politiques. La communication est un relais qui permet de pouvoir atteindre de manière stratégique l'opinion, mais le contact, c'est-à-dire l'engagement qui vient avec le vote, c'est un travail d'équipe sur terrain. Et je crois que quand vous avez une équipe sur terrain capable de se surpasser de cette manière-là, capable d'accepter les contraintes d'ordre physique, vous avez déjà 50% de chances de gagner une campagne électorale. Et ça, pour quelqu'un qui gère dans les approches stratégiques, croyez-moi, pour moi, c'est une mine d'or. Rien que cette séquence-là devrait beaucoup parler. Les gens ne se rendent pas compte, mais la question, ça serait de savoir, d'abord, dans l'exégèse, pourquoi lui ne s'est pas arrêté? Parce qu'il y a eu une structuration, on a établi les étapes où on va s'arrêter. Je peux m'imaginer forcément, c'est quelqu'un qui était du coin, il est arrivé et dit, c'est quand même mon fief, j'aimerais que le chef de l'État voie également ma base. Mais la règle est que, dans le calendrier de la campagne, dans le Caneva, il n'était pas prévu qu'on s'arrête ici, donc on ne va pas s'arrêter. Cela ne veut pas dire que cette population ne compte pas. Mais le problème, c'est qu'on sait quelles sont les stratégies mises en place pour atteindre cette base-là, sans pour autant déranger au calendrier. Et la rigueur dans le respect de ce qu'on appelle la caravane électorale est un élément crucial et essentiel dans les timings et dans la gestion de certaines considérations. C'est pourquoi, vous voyez, Madame évoque la fatigue. Quand on sait anticiper les étapes, ça permet même au candidat de se réarmer différemment. Généralement, il se fatigue vite quand on fait une campagne d'improvisation.
quand on s'arrête ici, on s'arrête là-bas, il subit des contraintes non préparées et malheureusement, ça dérange généralement ces approches-là. Mais aussi de manière stratégique, cette séquence pour moi, elle est parlante dans le sens où le chef de l'État lui-même, parce qu'on connaît comment il est. J'ai déjà vu des images où il arrive quelque part, il croise un ancien ami de l'école, il oublie le protocole. Mon cher Boni. En fait, c'est quelqu'un de naturellement, on appellerait un peu comme de politiquement incorrect. Mais si cette fois-là, il s'est contenu, c'est parce qu'il a compris. C'est-à-dire le travail des briefings a été fait convenablement. Il a compris l'essentiel, le respect, la nécessité de respecter le canevas tel qu'établi. Et pour moi, c'est l'ensemble de cohérences qui font qu'une campagne se déroule comme il se doit, sans encombre, et que finalement, on aboutisse à certains résultats. Oui, alors, Clémence Feza, quand on voit le film, on voit apparaître plusieurs pôles. On voit le travail sur le terrain, la communication, puisque vous avez fait partie de la communication, mais aussi le travail de la logistique, de la sécurité, tout cet ensemble-là. Selon vous, pourquoi une campagne électorale, de nos jours, moderne, je peux dire, si je peux emprunter cette expression, ne peut pas fonctionner encore comme simplement une équipe qui entoure quelqu'un et qui l'amène ici et qui l'amène là-bas? Il faut structurer, il faut tout arranger, coordonner, et puis ne pas seulement avoir des gens qui me suivent. Bon, j'ai dit, allons là-bas, nous allons, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir souvent. Mais au fait, la population à qui tu transmets les messages, ou bien la population que tu veux rencontrer, si vous êtes dans les désordres, ils vont comprendre quoi? Vous êtes dans les désordres, c'est que vous allez mal gérer. Désordre égale mauvaise gestion. Ils n'auront même pas confiance. Je ne vois pas un peuple à qui tu dis que non, je veux venir chez toi, mais là, il n'y a pas moyen de traverser, on n'a pas pensé à une perruque. Ça devient compliqué. Ça montre déjà qu'arrivé au sommet, vous n'allez rien faire. Et le peuple n'aura pas confiance. Le peuple ne pourra s'attendre à rien. Et ça demande les budgets. Les budgets, ça se mobilise. On ne peut pas dormir, on se lève un matin, on dit « Bon, je suis politicien, venez me voter, je veux vous donner telle chose, je veux vous acheter telle chose. » Mais si vous ne réalisez pas ces promesses-là, ça devient compliqué. Ils n'auront plus foi à vous. Vous ne représenterez plus rien. Déjà, quand on perd la confiance de sa population, on perd tout. On ne promet pas pour ne pas réaliser. Lorsque vous faites une promesse, vous êtes sûr que vous allez concrétiser ça. Ok. Effectivement, c'est ça. Bon, cette question, je vais la poser à vous deux en même temps. Il y a, dans une campagne électorale, le fait qu'on va rencontrer, Clémence Feza l'avait souligné, un public différent, avec des réalités socio-économiques différentes, voire même politiques. Tout le monde ne conçoit pas la politique de la même façon selon le coin où on est. Mais à qui on doit quand même apporter le même message. C'est-à-dire que le message doit avoir un caractère plutôt national, mais tout en tenant compte de chaque entité, chaque population dans ses réalités. Comment on peut maintenir une cohérence nationale tout en tenant compte de ces réalités locales quand même? Comment on peut y arriver? Voilà pourquoi on parle de la représentativité de partis politiques. Un parti politique qui est organisé et qui devient une unité, ça permet à ce que ceux qui les représentent soient en contact permanent avec cette population. Et tout ça se résume au niveau du message. Chacun ne peut pas apporter son message selon sa volonté. D'où on parle de la vision. Tout le monde se base sur la vision du chef de l'État. Sans vision, il n'y a rien. Vous n'allez pas quand même si chacun amène son message, moi je suis de l'UDPS, moi je suis de telle chose, moi je suis de tel point, vous transmettez quel message? Et comment est-ce que vous allez atteindre cette population? La population dirait que mais non, ça ce sont des aventures. Qu'est-ce que nous allons gagner dans ça? On adapte chaque situation au point où on atterrit. Et c'est ça qui me pousse à me dire, l'équipe a été bien organisée, parce que c'est question d'équipe, ce n'est pas question d'individu, j'insiste. L'équipe était bien organisée. On ne parle pas que d'un simple candidat. On voyait déjà la personne, si cette personne-là occupait ses postes, qu'est-ce que nous devions faire? On doit être bien organisé déjà pendant la campagne. Une campagne qui n'a pas réussi, il n'y a rien de bon. Mike, vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, en fait, la question elle est pertinente. Le problème sont d'ordre national. Quand on parle généralement, les statistiques générales nous font état de 62% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, c'est général. La différence, c'est dans les particularités de chaque coin. Par exemple,
quand vous regardez les 6 piliers, la question de la création de richesse, c'est-à-dire la promotion de l'emploi pour le jeune, on a tous le même problème, mais on n'a pas les mêmes écosystèmes. Si à Kinshasa, quand on dit emploi aujourd'hui, c'est de savoir qu'on est devenu une ville très tournée vers l'éducation. On pense que la meilleure chose à faire, c'est trouver un bureau, aller trouver un emploi à gauche, à droite. Quelqu'un qui est par exemple à Wenji Sekli, en Équateur, lui pour l'occuper, c'est une zone vivrière. Comment créer un écosystème pour lui permettre à lui d'avoir une productivité et répondre aux exigences sociétales. C'est là où interviennent maintenant les particularités. En fait, le problème est unique. Mais dans la déclinaison, c'est parce que l'arc-bouton, le message, l'élément essentiel, on le connaît. On a fait une analyse, c'est comme on dit la campagne nationale, on fait une analyse nationale. Voilà ce que les différentes couches de société ont comme problème. Voilà les réalités. Mais maintenant, le problème, c'est que dans chaque coin, comment faire pour pouvoir répondre? J'ai toujours dit aux gens, le Congo est le seul État qui peut vivre en autarcie au monde, parce que le Congo n'a pas de province pauvre. Le problème de l'emploi au Bandundu ne se résoudra pas forcément dans les mêmes orientations qu'au Katanga. Au Katanga, on sait tous qu'aujourd'hui, l'industrie extractive est très poussée. Si vous voulez engager plus, il faut qu'il y ait la plupart des activités corollaires tournent autour de mines, qui est la valeur différentielle de cette zone-là. Mais au Bandundu, il suffit de pouvoir créer de l'émulation sur la production, par exemple, retourner sur la production des palmes d'or pour pouvoir absorber le besoin en emploi qu'il y a là-bas. Et ça, je crois que c'est la plus grande force de savoir, avoir des indicateurs précis, mais adapter chaque message en fonction de quoi. Je crois que c'est ce qui a été fait, parce que quand vous lisez les 6 piliers, vous verrez que le problème sont globaux, mais en réalité, maintenant, on atténue la sensibilité de chacun. Et ça se reflète par les discours. Il n'a pas fait les mêmes promesses. Quelqu'un a posé une question, il a dit, pourquoi on fait la promesse de construire une université seulement à Kananga? Je lui pose la question, est-ce que vous connaissez l'historicité de la République démocratique du Congo? Au-delà de la zone Bandundu, Kananga est une zone où on a besoin de main-d'œuvre parce qu'il faut retourner à la productivité d'autrefois. Ce qui fait que les universités du Kananga doivent être des universités tournées vers les métiers. Et pour ça, il faut une forme de viabilité. Et je crois que les gens ne comprennent pas encore, mais c'est de manière cheminée. Je pose la question, pourquoi à Kindu, l'université m'a pas rencontré beaucoup de succès? Mais parce qu'on est dans une zone où les formations des métiers répondent aux besoins de la province. Et c'est ce qui fait que, on a dit, mais pourquoi bâtir une université Kuna et pas Nabi Sawate? Je crois que dans certains coins du Kassa, on a plus besoin de relancer la MIBA. Dans l'autre côté, on a besoin de créer les universités. Au Bas-Congo, on avait besoin du stade. Au Bas-Congo, on avait besoin du stade, entre guillemets. C'est-à-dire, les besoins diffèrent, mais chaque réponse apportée peut absorber le besoin en emploi qu'il y a dans chaque zone. Donc, c'est ça, la magie d'une politique cohérente, même si moi, je continue à me poser la question de savoir pourquoi cette union sacrée s'est très vite disloquée. Elle est disloquée déjà. Mais parce qu'ils ont fait preuve d'une cohérence sans précédent, il faut le reconnaître. Il y a eu un travail de coordination exceptionnel pendant cette campagne-là. Même dans les discours, vous sentez une forme de cohérence. Il y a eu un travail de fond. La question, c'est après, bon, on peut comprendre que les ambitions peut-être. Mais il faut dire aux gens que ces documentaires n'ont vraiment pas un caractère politique, même si on voudra toujours donner un caractère politique dans ça. Oui, mais ça parle, hein. Il faut dire quand même que ça jase. 3 ans après, 2023, le film montre une campagne qui est déjà achevée, peut-être oubliée. C'est normal parce que les Congolais ne sont pas habitués à ça. Il faut toujours apporter des nouveautés. Mike l'avait effleuré un peu, mais bon, je n'étais pas très convaincu encore. Je veux savoir pourquoi on trouve intéressant aujourd'hui de revenir aujourd'hui sur une séquence qui est déjà passée 3 ans après. Avant que madame arrive, je peux vous convaincre en 2-3 phrases. Vous sortez d'une période post-électorale à conflit. Dit que les gens remettent en question la légitimité. Non, la campagne s'est déroulée en 7 jours. Vous sortez... Mais on est encore pendant une période assez... Non, ne vous en faites pas. Non, le trouble, c'est autre chose. Les questions électorales sont déjà passées. C'est-à-dire, vous arrivez et puis vous sortez une campagne pour vous montrer. Ça devient des éléments de justification d'une élection. Or, voilà la vérité. Parce qu'il existe une vérité légale que l'équipe de campagne du candidat, parce que le candidat est différent du chef de l'État. Effectivement. L'équipe de campagne du candidat ne peuvent pas justifier les approches institutionnelles. Quand il s'agit des questions d'erreurs matérielles, que beaucoup de gens demandent pourquoi on n'a pas vu dans le documentaire, c'est du travail de la CENI, ce n'est pas de l'équipe de campagne. Quand on pose la question de la gestion des contentieux, il y a des cours et tribunaux qui ont fait leur travail. Maintenant, après déclaration, la légitimité légale établie, là on revient sur la légitimité sociologique. Il était important d'avoir un bon timing pour ne pas créer une confusion. Ces documentaires seraient sortis après la campagne, croyez-moi, on aurait eu un regard 100% politique
il y aurait beaucoup plus de critiques. Mais aujourd'hui, c'est comme je dis, avec du recul, on se voit pédagogiquement. Ce qu'il y a. Même les gens, ils ne les diront peut-être pas assez en interne. Je prends un exemple parce que je l'aime bien. Mon grand frère Martin Fayulu s'est dit, il dit, écoute, oui, mais moi j'ai battu campagne dans 4 provinces. Par quel mécanisme, par quelle magie j'aurais pensé pouvoir créer une forme d'adhésion comme ça? C'est des choses qui ne se disent pas tout haut parce qu'on est dans un contexte politique. Bah, dans le fond, chacun est devant sa conscience se rend compte qu'effectivement, il y a eu un travail des fonds qui a été fait. Et donc, stratégiquement, ce n'était pas possible de sortir cette campagne dans ces contextes. Et aussi, dans ces contextes, ça, ce n'est pas l'équipe de campagne, ça, c'est une analyse personnelle. La situation sécuritaire aujourd'hui, avec les considérations externes, les gens trouvaient comme argument, c'est de remettre en question la légitimité sociale du chef de l'État. Ce documentaire répond. Parce que lui, il a encore des éléments probants, de droit. Il dit, si je suis arrivé, j'ai fait le score qu'aucun président n'a enregistré. Depuis qu'on est un État moderne avec des élections, voilà le soubassement. J'ai fait ma campagne, j'ai conduit les gens à adhérer à ça. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas remettre en cause ma légitimité parce que j'ai décidé de ne pas aller dans le sens des contraintes politiques comme on en a l'habitude quand les gens prennent des armes et vous observez au niveau de l'opinion internationale que c'est quelqu'un qui dirige par dictature, il viole les textes, c'est quelqu'un qui est mal aimé par la population. Mais expliquez-nous par quel mécanisme je suis mal aimé quand j'étais capable d'aller dans des coins où la sécurité ne pouvait pas me recommander. Ça veut dire qu'il n'y a pas un travail préalable sur la sécurisation de sites. Je suis allé sans encombre, sans qu'il y ait dégâts. Donc on est dans un contexte où les réponses peuvent s'accommoder également au contexte actuel, même si l'objectif premier n'était pas ça. Mais je crois que ça répond de manière directe aussi à ceux qui voudront dans ce contexte, puisqu'on parle dialogue, puisqu'on parle déjà, on va vers la fin d'un mandat, de remettre en question cette légitimité sociale qui est aussi importante pour la suite des événements, surtout pour un État en crise comme la nôtre. Alors, c'est plus clair maintenant, je crois que on va comprendre. Mais à partir de quel moment un film qui est consacré à une campagne électorale va cesser d'être simplement un document de communication pour devenir quand même un instrument de mémoire politique? Parce qu'il faut le dire. Qu'est-ce qu'un tel documentaire va permettre de conserver dans les esprits, dans les archives d'une élection qui est passée? Bon, parce que voilà, il faut justifier aussi le fait que voilà, il y a un candidat qui a fait ce travail-là et qui a été élu parce qu'il a fait ce travail-là, parce qu'il est passé par là. Donc on voit le message et on s'est dit que ce n'était pas fantaisiste parce qu'aujourd'hui, le débat tourne autour de la légitimité. On parle de la légitimité, on parle même de l'avenir institutionnel qu'il faut encore revoir en RDC. On parle du dialogue à un moment comme ça. À partir de quel moment on peut prendre le carnet de campagne et en faire en fait une mémoire politique plutôt que simplement un besoin de communication? Au fait, déjà, il faut savoir que aujourd'hui, quand on parle des élections, les Congolais doivent savoir qu'on parle des élections, ce n'est pas une monnaie facile, ce n'est pas l'argent qu'on jette, ça demande un budget. Et quand le budget n'est pas préparé, vous n'aboutirez à rien. Quand on parle des élections, il faut compter 26 provinces. Et dans les 26 provinces, il y a des contraintes. Difficulté d'accès, ça c'est déjà un problème. Quand on parle d'infrastructure, lorsqu'un candidat vous promet et qu'il ne réalise pas certaines promesses, les Congolais doivent comprendre. Donc quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part et venir dire que non, moi je vais postuler. Non. C'est à partir de ces documentaires que les Congolais doivent comprendre, c'est l'unité, c'est l'union qui compte. Un individu ne peut pas venir dire que non, je vais faire tant que tu n'es pas soudé, tant que tu n'es pas avec les autres. Ça devrait interpeller les Congolais. Aujourd'hui, on a remis ça sur scène, c'est pour permettre aux autres candidats, lorsqu'ils ont dit que non, tel n'a pas réussi, tel n'a pas fait telle chose, tel n'a pas fait telle chose, les Congolais ont compris qui était celui-là. On l'a vu chez nous. Mais l'autre, on ne l'a pas vu, on ne les connaît pas. Donc s'il a bradé, malgré les difficultés, il a choisi d'emprunter un chemin que les autres n'ont pas pu, aujourd'hui, il ne faudrait pas remettre en cause sa légitimité. Ça poussait les gens à aller vers lui. Les autres candidats n'ont pas compris. Que non, si on lui dit que, ah, monsieur le président, on ne peut pas aller à Beni, on ne peut pas aller à Goma,
Parce que là-bas, c'est impossible d'aller. Il est parti, il est arrivé, il a communié avec cette population. C'est dans le coin où les autres n'ont pas voulu. Oh, il a plu, je ne peux pas aller là-bas. Il a mangé les fruits dans la rue, il a ri avec tout le monde, il a eu le temps de manger, de jouer aux cartes, de faire telle chose. Tout ça parce qu'il voulait montrer à la population, l'humain reste l'humain. Il n'y a pas à changer, il n'y a pas de la magie. Le Congo est vaste, mais ça demande les budgets. Et si ces budgets-là, on mettait ça dans autre chose, ça, c'est à ce moment-là que les Congolais comprendront. Parce que là, c'est budgétivore. Et cet argent, cette somme-là qu'on a dépensée, qu'on a déboursée, parce qu'à un moment, il n'y avait pas un moyen de se déplacer. Il devrait recourir à Jean-Pierre Bemba. Vous voyez déjà. Alors, s'il n'y avait pas cette union-là, entre les deux, en ce moment-là, c'était compliqué. Qui peut accepter de céder telle chose? De dire non, bon, viens prendre, viens, je te donne. Non, tout ça là, ça compte. Alors, c'est question d'argent. Les Congolais doivent comprendre les élections égale budget. Les budgets, ça se prépare. Les élections, c'est de l'argent. Quand on n'a pas l'argent, on ne répondre fait à ceux rien. qui disent que voilà, c'est parce qu'on a l'appareil de l'État entre ses mains qu'on peut se permettre de prendre de l'argent de la caisse de l'État pour financer sa campagne. Il y a souvent des gens qui le disent, ouais, c'est parce que telle personne est au pouvoir que voilà, il a pu avoir les moyens nécessaires pour faire tout ça. Dans ces cas, il faut d'abord arriver au sommet de l'État pour postuler. Alors si vous voyez que vous n'avez pas des crampes, ne les faites pas. Donc, cherchez les moyens autrement. On ne peut pas être pauvre pour venir diriger. Donc, si vous savez que vous n'avez pas de moyens, et c'est ça aujourd'hui qui pose problème avec l'opposition. Si l'opposition était soudée, si l'opposition était en équipe, si l'opposition s'est préparée comme il faut, c'est l'argent. Ils ont compris que tout se base sur l'argent. Mais comment vous allez travailler si vous n'avez pas des gens qui ne travaillent pas? Vous allez trouver l'argent où? Vous allez emprunter chez qui? Donc la politique, quand on n'a pas de moyens, on ne fait pas la politique. La politique, c'est l'argent. Mike, tu as un commentaire? Elle a été un peu dur, mais bon, on va adoucir un peu. C'est vrai, c'est que cet argumentaire planera toujours. Et crois-moi, on n'aura toujours pas de réponse pour dire non, c'est pas... Parce que le problème, c'est, avant lui, il y a eu un candidat réélu. Avons-nous eu droit à un carnet de campagne? Avons-nous eu droit à voir les vraies coulisses? Là où c'est important dans la mémoire, c'est pédagogique, c'est que la campagne à la congolaise a l'habitude d'être une campagne présidentielle des statures. C'est quoi? On met en avant l'expérience de quelqu'un, quitte à n'est pas aller couvrir sur terrain. On vous dira, lui c'est un candidat de la rupture, il est intègre, Maboko Pembe. On est souvent dans une campagne des statures. Ce qui fait que généralement, il est plus difficile pour quelqu'un qui était déjà au pouvoir, qui a un bilan à présenter, de pouvoir espérer aller dans une campagne. Or, l'avantage, c'est que quand on regarde ces carnets, il y a eu un mélange de deux approches de campagne. Campagne de terrain, mais également une campagne des ruptures. Pourquoi des ruptures? La rupture, c'était d'aller à l'encontre du système traditionnel. Le système traditionnel, c'était, quand vous regardez les images de campagne, vous avez presque la même image. C'est, on arrive, meeting, et puis nasuka, naegi neloko bakaboli polo. En fait, c'était la traditionnelle méthodologie choisie pendant la campagne. On pensait qu'on votait quelqu'un qui était libéral, lui qui était capable de donner l'argent et autres. Or, dans le carnet, vous verrez que c'est quelqu'un qui arrive, qui ne donne pas l'argent à la foule là. Peut-être dans la mobilisation, vous allez dire, oh, il a OK, payer les transports. Mais les gens n'ont pas adhéré parce qu'ils ont trouvé un polo ou une casquette ou un t-shirt ou, par exemple, de l'argent à gauche, à droite. C'est un travail coordonné où on parlait à la base, on présentait un message, on présentait un projet, et les autres décidaient ou pas de pouvoir adhérer. Donc le mélange de deux approches fait que c'est devenu un élément de mémoire. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez avec fierté, l'équipe de campagne a jugé bon de mettre sur la place publique le coulisses de cette campagne-là. Parce que crois-moi, si c'était une campagne à la congolaise traditionnelle, où on n'arrivait pas, croyez-moi, ça ne serait pas le cas. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir prouver à la face du monde. Il est du Kasaï. Il s'est retrouvé dans le Kivu, fief naturel de Vital Kamerhe. Comment on a fait pour adhérer? Ça veut dire qu'il y a eu une coordination. Chaque fief s'est identifié à lui par un leader qui avait un message cohérent, un travail de fond qui a été fait. Et donc l'idée, c'était de sortir de cette campagne des statures, mais aller dans une campagne véritablement de terrain et une campagne des ruptures. Et c'est ce qui verrait que même dans les messages, partout où il passait, il y avait un message clé. Le premier des messages, il ne finissait jamais les discours sans parler de la question de la crise de l'Est. Pourquoi? Parce que c'était l'élément moteur, c'est-à-dire
la priorité des priorités de la gouvernance qu'il voulait. Il vous dit, écoute, on a des problèmes, certes, mais le plus grand problème qu'on a, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas dire seulement aux gens ce qu'ils veulent entendre. Quand on arrive, Bolingini, Nina Selabino, Bralima, non, on n'est pas dans cette approche. La MD, c'est de dire, en tant qu'État, voilà l'objectif où on veut arriver. C'est de résoudre définitivement cette question de la guerre de l'Est. Mais dans le corollaire, il y a d'autres questions de développement qu'on va toucher, mais la priorité, c'est là où on va. Peu importe le coin où on y va, on vous dit ce que vous avez comme problème, ce qu'on peut apporter comme solution, mais le message principal, c'est qu'il faut qu'on règle d'abord le problème de l'Est. Et je crois que c'est dans cette approche-là qui fait que c'est devenu un élément de mémoire et qui peut servir de base, pas seulement aux autres candidats, mais à tout politique qui voudra aller dans cette approche. Et croyez-moi, en fait, la vérité, c'est que la moralisation de la vie politique, c'est un idéal qui n'arrivera pas aujourd'hui. Mais je crois que dans l'idée de Congolais, où on veut une forme d'exigence auprès des gens qui veulent chercher le suffrage, je crois qu'on aura franchi un pas. Dire, écoute, bon, toi tu es candidat, ok, tu as déjà fait combien de provinces? Ton prédécesseur avait fait autant de provinces. Nous, chez nous, il avait promis ça, voilà. Il n'a pas fait à 100%, mais il y a eu 20%. Il y a quand même un début de choses. En fait, on crée une forme de rédévabilité pour voir en fonction de ce qu'on a dit avant. Parce que beaucoup auraient préféré garder les discours des meetings de foule en cachette. Mais quand on le met en place, c'est que chacun peut établir un jugement de valeur en fonction de ce qui a été dit et du travail qui s'est fait de manière implémentée. Voilà, ça va être peut-être ma dernière question. Si vous deviez, vous, Feza, par exemple, Clémence ou Mike Gardy, demander aux téléspectateurs de regarder pour la deuxième fois Carnet de campagne. Cette fois-là, pas comme un récit qui relate la campagne du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais je dirais comme un document qui permette de comprendre un peu comme c'est que dit Mike, comment la politique, comment faire de la politique, comment faire de la communication politique en RDC. Quels détails il faudrait particulièrement regarder dans le carnet de campagne pour comprendre tout ça? Premièrement, il faut voir l'état de la personne psychologiquement. Est-ce que la personne est stable? Ça, c'est très important. Si la personne est stable, c'est très important parce que j'insiste sur ça. Quand quelqu'un arrive, même dans des coins où il ne pouvait pas, il a confiance à son équipe. On lui dit que si tu vas là-bas, on va te tirer dessus. Mais il a décidé d'arriver là. C'est qu'il a la volonté. Et puis il croit à ces gens qui sont tout autour de lui. Il a confiance en eux. Je ne peux pas arriver seul. Je ne peux pas travailler seul. Dès que je suis avec les autres, je suis sûr que je vais avancer. L'union. C'est ce que nous, les problèmes qu'on a aujourd'hui, les Congolais ne connaissent pas son identité. Les Congolais refusent son identité. Quand on parle du Congolais qui sont à Madimba, les Congolais qui sont dans tel coin, qui est votre président? Ben, je ne connais pas. On nous parle seulement de Félix-Antoine Tshisekedi, mais c'est qui? Ça pose problème. Les Congolais doivent comprendre que le Congo est vaste et tout ne se fera pas en un jour. Parce que si on est arrivé quand même à sillonner dans les 26 provinces, ce n'était pas facile. Et seul, j'insiste, seul on ne peut jamais avancer. L'union fait la force. Et nos politiques, si aujourd'hui il y a des téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui veulent aspirer à ça, ils doivent comprendre que la politique, ce n'est pas seulement de promesses. La politique, c'est la réalisation et avoir la volonté. Et ça demande de moyens. On ne peut pas faire la politique si on n'a pas de moyens. On ne peut pas. Mike, un petit commentaire avant de finir? Je crois que je vais commencer par une question. En Afrique, on dit souvent, quand celui qui a le pouvoir est candidat à sa propre succession, c'est gagné d'avance. Mais la question c'est, pourquoi engloutir autant d'argent pour une campagne quand on a les leviers, tous les leviers politiques entre ses mains? Pourquoi n'avoir pas fait le choix de dire, écoutez, toi, campagne à tel coin, et moi je reste depuis Kinshasa, je vais faire juste 2-3 tours dans les grandes agglomérations, et puis on va garder cet argent-là pour en faire autre chose. C'est cet engagement-là que moi je trouve très passionnant, que je demanderais aux gens de regarder différemment. Il est président. Entre guillemets, il a les leviers politiques entre ses mains, mais il décide d'engloutir suffisamment d'argent pour aller dans les différents coins. Non seulement qu'il y va, mais après, il décide de mettre à la place publique pour vous dire, c'était pas que de mots, j'y suis arrivé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il dit. C'est une forme de rédévabilité que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Et ça traduit une forme d'amour pour non seulement la fonction, mais pour le pays. Parce que quelqu'un d'autre
se serait contenté du peu. Et les ressources, cet argent qu'on a mis dans la campagne, pouvait acheter des villas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce débriefing de carnet de campagne. Vous l'avez suivi, il faut le revoir encore parce que c'est toute une école, c'est tout un enseignement, c'est tout un cours de communication politique qui peut servir aujourd'hui même aux étudiants. Nous félicitons l'équipe qui a mené cette campagne et surtout les réalisateurs de ce documentaire, ici. Bien représenté ici par Feza Clémence, que nous saluons et nous remercions beaucoup d'être passé ici à Univers Télévision, mais également Mike Gardi Diana pour les analyses très pertinentes autour de ce carnet de campagne. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons au revoir. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République,